c'est les Chinois qui récupèrent. Ouais, bien sûr. J'enregistre au cas où, parce que c'est vrai que... Oui, bien sûr, sans problème. On disait, la Nouvelle-Calédonie, c'était fait exprès. La Macronie, elle a pour mission de dilapider les colonies africaines, les anciennes, l'influence colonialiste française au profit des anglo-saxons ou des Chinois, peut-être, hein, même. Comme d'habitude. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est exactement pareil, c'est voulu. Alors, c'est ce que je dis dans une de mes vidéos. Je dis, c'est vrai qu'on parle des territoires, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup plus fort et beaucoup plus grave de la perte, si tu veux, c'est de la perte des zones de pêche. Ah ben ça, et puis tous les minerais, c'est énorme, bien sûr. Bien sûr. Et puis les offshore sur le gaz, le pétrole, etc. Oui, bien sûr. Et c'est là que tu vois que le point de vue de révisionniste, en utilisant le terme à la con que j'aime pas, parce que c'est le terme des gens malhonnêtes qui disent, mais comme quoi c'est un enjeu majeur de se sortir de la tutelle, de dire que les Américains sont les libérateurs, que les nationalistes, c'est les gros fascistes, les méchants, les salauds, parce que du coup, la tutelle américaine fait que des types comme Macron, qui sont débauchés par les anglo-saxons, peuvent se permettre de vendre l'héritage de la France à la découpe. Si tu fais le travail de dire que les Américains sont absolument pas les libérateurs de la Seconde Guerre mondiale, mais sont ceux qui l'ont mis en place pour prendre l'hégémonie, tu te fais plus entuber. Et tu n'as plus ce discours à la con de France issue de la résistance qui te disent que oui, les Américains sont nos amis, il faut être allié avec eux, les Anglais, c'est le progrès, tu vois. C'est une entubade complète. Ça amène des types comme Macron. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que on peut faire aussi un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et les États-Unis. C'est qu'aujourd'hui, finalement, les plus radicaux dans cette histoire d'Israël et de Gaza, c'est pas les Juifs, c'est les protestants aux États-Unis qui sont complètement omnibulés par l'histoire du Mashiach d'Israël, etc. Et c'est eux aujourd'hui les plus dangereux. Tu parles de types comme Pompeo, les types, ils sont barrés. Entre autres. Oui. Ou l'Instagram, c'est le lobby gay, c'est peut-être un peu différent. Mais... L'Instagram, elle est folle complète. Franchement, moi, ces gens-là, ils me dégoûtent parce que même quand tu prends l'ancienne diplomate que Trump avait nommée, là, Nikki Haley, elle, c'est pas Alléluia. Parce que... Ah oui, non, je pense. Alors, je me trompais. Quand je t'ai dit Nikki Haley, je pensais à l'autre qui est complètement folle. Oui, mais c'est marrant parce que... Elle est complètement pétée du casque, celle-là. C'est marrant parce que quand tu dis elle est folle, l'Instagram, il est gay. Et les gens ne croient pas que le type, il va en Ukraine pour dire c'est bien qu'on investisse là-bas parce qu'il y a plein de Russes qui meurent. Ce type, il est barré, mais on peut dire c'est une folle aussi. Oui, c'est une folle. Ça avait du sens, ce que tu disais, tu l'as pas fait exprès. Je parlais de Nikki Haley, finalement, que j'avais suivi, effectivement, quand elle était représentante, c'était quoi, de l'ONU ou je ne sais plus quoi. Mais c'est Trump en plus qui l'avait nommée, et tu as vu qu'elle s'est retournée. Oui, elle est complètement givrée. Et tu as vu qu'elle s'est présentée contre Trump, justement, chez les Républicains. Elle a été balayée avec 4%. Elle a eu, enfin, nickel. Elle s'est fait ridiculiser, mais tu vois, c'est les gens qui. C'est le problème de Trump. C'est ce que qu'on parle, tu sais, on disait les nationaux-sionistes, c'est quand même des ordures, parce que c'est des gens un peu qui jouissent de voir les Israéliens tuer des Arabes d'une certaine manière. T'en as comme ça, c'est clair. Ils sont juste racistes. Mais il y a de ça quand même chez des types comme Trump, et parce que tu n'as aucun mot pour les Palestiniens. Quand Nikki Haley, elle a parlé là, sur l'histoire Israël-Palestine, elle disait il faut les finir. Mais t'imagines le degré d'inhumanité dans ce genre de comportement? Et quand tu penses que Trump, il a fait monter sur le podium, et il s'est fait huer, parce que Trump, tu sais que la foule, elle lui met des claques des fois. Quand le gars, il se vante de l'opération Warp Speed, il dit oui, les vaccinations, et il se fait huer quand même par ses propres troupes. Et quand il a fait monter l'Instagram, il s'est fait huer aussi, parce que les gens ne sont pas dupes. Mais c'est quand même lui qui a mis Nikki Haley en diplomate. Il s'entoure toujours d'ordures qui sont absolument pas... comment tu appelles ça, tu sais, de rendre l'appareil? Ouais, mais moi, c'est pour ça, si tu veux, que ce soit Trump, que ce soit Poutine, je ne les mets pas tout à fait au même niveau d'ailleurs. On va dire que c'est les moins pires, mais c'est pire quand même, quoi. C'est des sionistes. C'est des sionistes les uns les autres. Moi, je préfère Poutine à Trump. Je préfère Poutine, c'est ce que je te disais, je préfère Poutine à Trump, si tu veux, mais en ayant quand même sur Poutine, des réserves. Ah bah bien sûr, de toute façon, c'est ce qu'on disait, l'enjeu du révisionnisme. Si tu comprends que la Seconde Guerre mondiale, c'est une imposture où des gens sont alliés contre les moins pires pour ensuite prendre le gâteau, ça donne les Russes contre les Américains après. Mais c'était quand même eux les salauds de l'histoire. Ah ben c'est complètement.
Donc, et qui se sont mis d'accord pour avoir effectivement cette situation de guerre froide, parce qu'ils se sont dit, voilà, on va geler la situation entre nous deux. Comme ça, on va empêcher les autres de se développer, d'accord? On sera les maîtres du jeu. C'est même plus perfide que ça. C'est qui est-ce qui est derrière le bolchevisme? C'est la City qui a financé le bolchevisme. Toujours. Comme la Révolution française, c'est les mêmes. Bien sûr. Et donc, en fait, de la même manière qu'ils ont suivi la dégradation de ce qu'ils ont engendré par la Révolution française, et dont on voit aujourd'hui que Macron est le parachèvement par la judéo-protestantisation de la France, de manière satanique en plus, hein, le bolchevisme a été suivi de la même manière dans une démolition contrôlée par les anglo-saxons, et ils croyaient dans les années 90 que c'était bon. Tu sais, quand l'URSS s'est effondré, ils ont dit ça y est, maintenant. On est les maîtres du jeu. Ouais. Il y a la jonction. On va faire donc un globalisme et tout le monde sera sur le même niveau. Tu sais que Poutine, il est arrivé, il a dit ah non. Ah, ça marche pas. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup Poutine d'ailleurs. Et c'est marrant parce que quand on parle justement des Anglais, qui finalement glorifient, alors évidemment Churchill dont j'ai horreur, mais surtout les Rothschild. Or, ils devraient bien comprendre quand même que c'est Rothschild qui les a ruinés. C'est Rothschild qui les a ruinés quand même, d'accord? Et qui est aujourd'hui le maître du jeu et qui suivent comme un toutou. Pour comprendre les types comme Churchill, c'est vrai qu'ils sont des ordures et qu'on fait passer pour des héros, c'est un peu comme De Gaulle, hein, on le fait passer pour un héros, mais c'est quand même une ordure quand tu regardes. Je suis d'accord avec le cœur d'Assac là-dessus. Mais Churchill, c'est un type qui était un aristocrate, qui est tombé dans la misère et qui a été récupéré par les Rothschild. C'est les Rothschild qui l'ont sorti de la misère. Il était redevable des Rothschild de Churchill. C'est un homme. Oui, mais enfin, il a une carrière bizarre de toute façon, parce que dès sa plus tendre jeunesse, son père le rejette. Son père, qui est un lord, je veux dire, de très haut niveau, considère que c'est un abruti. Son fils est un abruti. C'est un aristocrate qui va arriver dans la misère. Et qui va le sortir de la misère? C'est Rothschild. Il est totalement redevable au Rothschild. C'est pour ça qu'il va faire la promotion de la Seconde Guerre mondiale au profit des Rothschild. Oui, alors qu'au départ, il est plutôt pro Adolf Hitler, bizarrement. Non, ça c'est quand ça les arrange. Parce que quand ça les arrange de mettre en place quelque chose qui va permettre de détruire l'Europe, c'est je te parle au tout début. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on soit là. Alors, quand ils vont le rattraper, c'est parce qu'effectivement, il a quand même fait quelques bévues quand même, hein, dont le détroit de merde en Turquie, où il envoie la marine anglaise se faire casser la gueule gravement. Le détroit d'Ormuz. Hein? Non, pas Ormuz. C'est quoi le détroit d'Ormuz? Les Dardanelles. Oui. Voilà. Donc il envoie effectivement les Australiens, les Anglais au casse-pipe, parce qu'ils s'imaginent, donc en 1918, 1916 ou 1917, je ne sais plus. Ils s'imaginent qu'effectivement, en tailladant les Turcs, ils vont bloquer l'approvisionnement en pétrole des Allemands. Parce que c'est ça, c'est que les Allemands n'ont pas de pétrole, ils n'ont rien de tout ça. Et donc ils passent par leurs alliés turcs et ils se disent, je vais envoyer la flotte anglaise et on va casser du turc. Et les Turcs, ils les voient arriver, mais gros comme une maison, quoi. Je veux dire, quand tu regardes la géographie du détroit des Dardanelles et que tu te dis qu'il a osé envoyer sa flotte au milieu de ça. Ouais, mais le détroit d'Ormuz, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est complètement différent. C'était en 1915, voilà, c'était en 1915. C'est même pas la même région géographique, autant pour moi. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Le truc, en fait, moi, les anglo-saxons, quand ils font l'apologie d'Adolf Hitler, c'est parce que ça les arrange. Souvent, ils financent des gens dont ils savent que le comportement va amener à une destruction. Et après, ils se retournent contre eux. Moi, je pense que c'est ce jeu-là, chez les anglo-saxons, qu'il faut voir. À un moment donné, il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient sympathisants de Napoléon en Angleterre, même si ça peut paraître un peu bizarre, hein, quand ça les arrange. Parce que qui a le plus détruit l'Europe au profit de l'Angleterre à son insu? C'est Napoléon. Il a détruit l'ancien ordre établi par Segler. Et ça a permis, c'est un tremplin pour le libéralisme anglais, qui remplace toutes les économies d'avant. C'est ça l'histoire. Oui, quelque part, oui, c'est pas faux. Tu sais comment je m'en suis rendu compte? C'est que quand j'étudie le psychisme, enfin la culture anglo-saxonne, moi j'utilise un peu des fois la littérature, le cinéma. Et je me rends compte que Mary Shelley, tu sais, qui a écrit Frankenstein, elle l'a écrit pendant les guerres napoléoniennes quand elle était en Suisse. Donc je me dis, mais de qui elle parle quand elle parle de Frankenstein? C'est un être de plein de cadavres différents assemblés. Et je me dis, mais c'est les nations détruites par Napoléon
que les Anglais ont mis en place, si tu veux, parce que ça les arrange. Donc je me suis dit, il y a un truc derrière, tu vois. C'est un peu Dracula avec Frankenstein dans leur délire de film. Tu sais, tu as toujours celui qui derrière manipule, et puis tu as les golems, quoi, quelque part. Tu as un peu ça. Et bon, voilà. Pour moi, les anglo-saxons sont très machiavéliques. Je suis très critique envers eux parce que. C'est clair. Tu connais l'expression, hein, pourquoi la nuit ne tombe jamais sur le Commonwealth. Oui, ah oui, sur l'Empire. Ouais. Parce que Dieu n'a pas confiance de ce que feraient les Anglais dans la nuit. Ah, c'est pas con. Je connaissais pas ça. Ah oui, c'est très vrai. Oui. La perfide Albion. Si tu veux, les Anglais, sont devenus, évidemment, on parlait de Napoléon en 1815, le golem des Rothschild et d'Israël. Donc, le projet du Grand Israël est consubstantiel aux velléités géopolitiques de l'Angleterre. C'est-à-dire que les Anglais, en fait, sont toujours dédiés à ce satanisme du Grand Israël, parce que eux, c'est la poursuite de leur hégémonie colonialiste qu'Israël représente quelque part. Oui, et il y en a un dont on ne parle pas d'ailleurs. On ne parle plus de cet agent qui a été pourtant un vecteur énorme de déstabilisation de l'Arabie. Ben, c'est Laurence d'Arabie. Mais ben voilà, tout à fait. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et pourtant, il a largement contribué à foutre le bordel en Arabie. Moi, j'ai même utilisé un terme qui est le syndrome Laurence d'Arabie, c'est-à-dire que toutes les révolutions colorées dans les mondes arabes, c'est le syndrome Laurence d'Arabie, c'est-à-dire des agents anglo-saxons qui vont foutre le bordel pour diviser les Arabes entre eux et surtout qu'il n'y ait pas de cohésion et les faire se péter la gueule au profit des Juifs. Ah mais il était très très fort, franchement, j'ai une grande admiration pour lui parce que ça a été un gros enculé. Et d'ailleurs, comment il est mort? Accident de moto. Accident de moto, oh merde, comme Coluche. Mais il était gay, hein, Laurence d'Arabie. Oui, bon. Mais moi, je pense que c'est un accident de moto parce c'était dans sa personnalité. Il avait une personnalité très trouble et il pouvait finir que mal, quoi, à mon avis. Je pense pas que ce soit comme Patton, un type qu'on a tué parce qu'il dérangeait, quoi. Le problème de ces agents-là, c'est qu'à un moment, ils en savent trop. Donc à un moment, si tu veux, ils peuvent être dangereux. D'ailleurs, on voit bien que les quelques-uns qu'on a laissés en vie, très souvent, écrivent leur mémoire et vont raconter finalement l'histoire de la CIA avec les trafics de drogue, etc. Donc, il vaut mieux les éliminer, quoi. Tu vois ? Regarde, c'est très intéressant parce que ça me permet de dire deux choses. Une petite parenthèse sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Ça me reviendra, mais c'est parti. Le deuxième truc, c'est de dire, par exemple, tu vois, des types comme Nigel Farage. Oui. Les gens, ils disent, oui, c'est un super type. Mais moi, je l'ai vu, tu sais, c'est un support de Trump. Il a une grande gueule quand même. C'est le type qui est derrière le Brexit, tout ça. Oui. Bon, moi, j'ai toujours dit que si les Anglais partaient de l'Europe, c'est que l'Europe allait s'effondrer, qu'ils étaient très bien au courant de ce qui allait se passer. Comme par hasard, faut pas être dupe. Mais le type, je l'ai surpris dans un discours à dire que oui, il faut soutenir Israël parce que on est dans une culture judéo-chrétienne et que Israël, c'est l'émissaire des valeurs judéo-chrétiennes dans cette partie du monde. Moi, je pose la question, il y a quoi de chrétien dans le comportement des Israéliens en Palestine en ce moment? Ah, il n'y a pas grand-chose. Non, mais je dis, ce type, il a qu'à se circoncire directement, ça ira plus vite. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il ne devrait pas y avoir de culture judéo-chrétienne. Le discours de Farage, c'était avant son accident d'avion ou après? Mais c'était récemment. Oui, donc c'était après son accident d'avion. Ils ont quand même essayé de l'éliminer, quand même. Hein. Non, c'était pour une raison de Brexit. Aujourd'hui, il soutient le génocide palestinien en prétendant que c'est la défense des valeurs humaines contre la barbarie. Oui, comme d'habitude, on connaît leur discours. C'est des satanistes sans le savoir. Ils n'ont pas compris ce que c'est que le christianisme et ils confondent tout. Il n'y a pas de valeurs judéo-chrétiennes à défendre dans cette partie du monde par Israël. C'est du satanisme. Oui, tout à fait. Et pourquoi les Anglais sont comme ça? Parce qu'eux, ils veulent poursuivre leur hégémonie du Commonwealth, que le roi d'Angleterre, là, c'est le Great Reset. Ils veulent se prolonger par l'écologie, l'artifice, le monde artificiel. Et pour eux, donc la prolongation avec Israël, parce que les Anglais sont quand même aussi derrière, même si c'est les Juifs qui ont manipulé, sont quand même vachement responsables de la création de l'État hébreu. Vachement, oui. Alors à un moment donné, Lord Balfour, on s'en souviendra. Hein. Tu vois, on parlait du national-sionisme. Ces gens-là, c'est une honte.
Voilà. Et ils sont d'autant plus dangereux qu'ils ont beaucoup plus de poids au point de vue de la force que les gauchistes, quoi, qui sont… C'est ça qui est assez d'extraordinaire quand même, et c'est là où je dis quand même ils sont très très forts. C'est de me dire, parce que toi on n'est pas d'accord là-dessus, mais j'ai fait des recherches pour savoir effectivement quel était le volume de population juive dans le monde. Hein. Bah, je suis désolé, hein, selon les trucs, on est entre 14 et 17 millions, quoi. Toi, tu m'as dit, ils sont beaucoup plus nombreux. Bah, écoute, pour le moment, moi, les chiffres que j'ai, c'est entre 14 et 17 millions. Tu confonds avec quelqu'un d'autre. Hein. On n'a jamais parlé de ça ensemble. Ah bon? Ah bah, c'est peut-être avec quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un m'a dit, non, non, ils sont beaucoup plus nombreux. Non, non, je dis, non, non, attends, apparemment, d'après les chiffres que j'ai, c'est entre 14 et 17 millions. 17 millions d'individus sur 8 milliards d'individus, quand même. Regarde la puissance qu'ils ont. C'est extraordinaire. Et pour être aussi puissant, il faut être très intelligent et très pervers. Ah mais moi, je pense que la chute spirituelle collective, c'est-à-dire la décadence collective par manque de repères, induit que le judaïsme prend beaucoup plus de poids et beaucoup plus infiltré. Donc c'est pour ça que tu es obligé de faire une analyse de pourquoi, historiquement, les mouvements religieux s'effondrent, que ce soit les orthodoxes, les catholiques, les musulmans. Et tu ne peux pas non plus que blâmer les juifs, parce que chaque mouvement religieux a fait tellement de conneries qui s'effondrent aussi sur eux-mêmes, et les juifs en profitent quelque part. Il y a aussi cet aspect-là. Maintenant, la population juive, moi, la seule chose qui m'avait intéressé, c'était de savoir le nombre de juifs avant la Seconde Guerre mondiale et après. Non, non, le dis pas. Le dis pas, on va être striké. Non, c'est intéressant parce que c'est les lobbies juifs eux-mêmes qui faisaient le recensement, si tu veux, des populations. Mais ça, il y a quelque chose qui est quand même logique, c'est que c'est une arnaque sur une arnaque. Ah oui. On parlait de Renoir. Pourquoi Renoir se fait agresser sur Oradour-sur-Glane? Parce qu'il dit une version qui ne plaît pas à la résistance. Parce qu'en réalité, la résistance, elle a menti sur Oradour-sur-Glane, comme les Juifs ont menti sur la Shoah. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement très juif, en fait, de maintien de contrôle sur l'histoire, parce que leur avantage matérialiste a été acquis sur ce mensonge. Et que de remettre en cause leur mensonge, c'est-à-dire leur voyoucratie qui s'est établie par l'imposture de ce qui s'est passé, et si tu remets ça en cause, c'est leur fric que tu remets en cause. Et ça, c'est exactement ce que les Juifs vont exploiter par la Shoah. C'est-à-dire, ils mentent, et ben, vont mentir plus qu'eux. Alors, à ce titre-là, je vais te dire, il y a quelques années, quand Vauquier donc, est arrivé, si tu veux, à la présidence de la région Rhône-Alpes, non, c'est pas Rhône-Alpes. 43, lui, il est du Puy-en-Velay. Enfin voilà, bon, Auvergne, machin, etc. Un des premiers trucs qu'il a fait, c'est de dire, attendez, qu'est-ce que vous donnez en subvention pour Oradour-sur-Glane, tu vois? Il dit, mais attends, je comprends pas, les entrées sont payantes, ils gagnent des sous, et en plus, on leur file du pognon. Donc, il a coupé les subventions sur Oradour. J'ai dit, putain, il est bien, ce mec, tu vois. Bon, finalement, non, c'est un enculé comme les autres. Va pas vanter Vauquier, parce que dans le genre soumis de droite, lui, c'est pas mal, hein, quand même. Oui, non, mais sur le coup, mets-toi à ma place. Sur le coup, tu te dis, wow, le mec, tu vois, déjà, il y a une arrière-pensée derrière, tu vois. Et puis non, finalement, il bouffe quand même du caviar et de la langouste sur le cul des contribuables. C'est un peu comme Bellamy, quoi. On a des gens complètement soumis au sionisme. Quand même, enfin, je veux dire, en France, il n'y a pas. C'est vrai. Alors, j'en parlais hier avec quelqu'un, un ami, et il disait qui dans les politiciens défend les Palestiniens? T'as pas grand monde. T'as Mélenchon. Non. Et Mélenchon, encore, moi je le soupçonne de jouer la comédie et de ne pas être honnête, parce que il me semble qu'il est juif marocain, lui, au départ, franc-maçon, et que s'il retournait au Maroc, il serait en prison pour une escroquerie immobilière. J'ai du mal à croire qu'il est sincère quand il défend les Palestiniens, mais je pense qu'il n'a pas le choix pour des raisons électorales. Maintenant, il faut reconnaître qu'il défend de manière assez efficace. Mais très perverse, parce que je me demande si ce n'est pas un détournement justement de velléité pro-palestinienne au profit d'une espèce de couvercle du pouvoir, tu vois. Oui, non, mais c'est peut-être uniquement de l'électoralisme, si tu veux, en se disant on va récupérer les votes des gens des quartiers, etc. Hein. Oui, parce que qui t'as comme politicien de poids au point de vue occidental qui défend les Palestiniens? T'as pas Kennedy, t'as pas Trump, t'as personne. Hein. Il y a au niveau international, oui. Alors si, au niveau international, si, attends.
tu as le patron de la Colombie, tu as les Espagnols quand même, qui ont pris des positions très fortes, les Portugais aussi, je crois. Non, tu as certains pays qui ont pris des positions très fortes quand même. Hein. Oui, mais donne-moi un nom de politicien. L'Afrique du Sud. Oui, mais donne-moi un nom de politicien connu sur la scène internationale qui défend le droit des Palestiniens. Et voilà. Ça t'a résumé tout, là. Ça ne me vient pas. Non, mais Trump, on sait très bien, quelle est sa position. Enfin, Trump, c'est un, comment ça s'appelle? C'est un protestant, c'est un. Les protestants, on connaît leur Bible, de toute façon. Leur Bible, elle a été créée en 1800 et quelques, d'accord? Elle n'a rien à voir avec la Bible catholique. Hein, et la Bible américaine, hein, pour les protestants, défend le sionisme. C'est extraordinaire. C'est de la politique. Et c'est ce que tu disais, t'en as, ils sont tellement barrés, là, comme Pompeo, ils pensent qu'il n'y aura que 13 tribus de sauvés à la fin, que tout le monde va crever, c'est des barjots. Hein. Ah, mais complètement, ils sont complètement fous, quoi. T'as vu c'est grave de se dire que des gens qui sont à la tête de gouvernement, quand même, hein, soient aussi fermés au raisonnement et à l'intelligence. C'est grave. Justement, tu sais, c'est Tucker Carlson qui l'a révélé ça. Qui a fait pression pour que Trump ne puisse pas révéler, si tu veux, les derniers dossiers classés les 28 dernières pages dans l'assassinat de Kennedy? C'est Pompeo. Ah oui. C'est Pompeo. Et Tucker Carlson l'explique. Parce que Carlson, il avait fait une sortie courageuse en public qu'il a dû regretter. C'est qu'il avait dit que des gens de la CIA haut placés lui avaient dit que un certain James Jesus Angleton de la CIA était totalement impliqué dans l'assassinat. Il l'avait dit en public sur Fox News. Et il s'est fait menacer par Pompeo. Et à l'époque, quand Trump a voulu sortir les derniers dossiers, je me rappelle, il l'a dit en public, il a dit, on m'a dit que de dévoiler ces derniers dossiers, ça remettait en cause la continuation de l'État profond et de la présidence américaine. Donc, c'est un niveau de culpabilité qui était public et personne n'a rien noté. Donné, si tu révèles les derniers dossiers de l'assassinat de Kennedy et que ça remet en cause l'État américain, c'est que l'État américain est impliqué, est illégitime. Donc, à un moment donné, pourquoi personne ne réagit? C'est comme pour les Twin Towers, pour le 911, il avait dit que les 28 dernières pages du rapport, effectivement, seraient divulguées. On n'a jamais rien vu. On n'a jamais rien vu. Soi-disant, il y avait des pages qui auraient été divulguées, etc. Mais non, ce n'était pas les 28 dernières pages que l'on attend. Là où c'est central dans l'histoire de Kennedy, c'est que Kennedy il a été assassiné, quand tu creuses derrière, par la CIA en partie. Alors bien sûr, il y a Israël derrière, mais parce qu'il voulait arrêter la guerre froide. Il avait des accords avec Khrouchtchev pour arrêter la guerre froide. Ça a été révélé par le pape de l'époque. Comment il s'appelait le pape à l'époque? Ils l'ont tué d'ailleurs lui aussi d'un cancer. Ça a été révélé dans les archives du Vatican que Kennedy avait des accords secrets avec Khrouchtchev pour mettre fin à la guerre froide. Et c'est l'ancien gouverneur du Minnesota qui l'a dit. Il a dit dans les archives du Vatican, lui, il a écrit un bouquin et le pape avait bien dit qu'il y avait des accords secrets pour mettre fin à la guerre froide, que Kennedy était impliqué et qu'ils ont viré toute cette époque. Tu sais, De Gaulle qui n'était pas complètement anti-russe. Kennedy qui était contre le nucléaire israélien aussi. Ils ont viré tous ces gens-là, même le pape de l'époque, mais je ne sais plus comment il s'appelle ce pape. Dans les années 60, c'était qui le pape? Ça me dit rien. Je sais plus. Alors moi, je ne suis pas trop attaché à ce genre de. C'est pas le pape Jean ou quelque chose comme ça. Bon, il est mort d'un cancer. Jean 23. Voilà, alors, il est mort d'un cancer et il paraît que. Ouais, Jean 23, je pense, un truc comme ça. Je ne sais plus, mais en tout cas, il est mort d'un cancer de manière très suspicieuse. D'après le gouverneur du Minnesota dit que voilà. Même Khrouchtchev a été. Mais d'un autre côté, attends. Mets-toi à la place des gens de la CIA, etc., qui sont financés finalement par les marchands de guerre, par les marchands d'armes. Si demain, tu n'as plus de ça, ils vendent plus d'armes. Ils vendent plus d'armes. Mais aussi bien du côté soviétique que du côté américain. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Je veux dire, c'est une connerie phénoménale. C'est le plan du Grand Israël qui est remis en cause parce que la dégradation
du bolchevisme, c'est une étape de démolition contrôlée de l'orthodoxie zombifiée, comme la Révolution française est une étape de zombification catholique. C'est-à-dire que dès que tu détruis l'orthodoxie, dès que tu détruis le catholicisme, ça crée des populations zombies, donc la France héritée de 1789, ou le communisme. Et après, ces populations ne sont pas encore assez superficielles pour se plier au judéo-protestantisme, qui est beaucoup plus superficiel. Donc il faut les dégrader dans un suivi pour arriver à un gouvernement mondial unique unifié. Donc en réalité, si tu remets en cause la guerre froide, et donc la dégradation du communisme, tu remets en cause l'apparition du Grand Israël en bout de tableau, qui est une mascarade matérialiste de bout de tableau. Tu vois le plan? Ah, ouais. Le truc là, là tu vas loin là quand même. Non, c'est le protocole des sages de Sion, c'est ça dont ça parle. C'est pas un document, ça parle c'est pas un faux concept, c'est véritablement un plan de démolition contrôlée des branches religieuses. Ça crée des populations zombifiées qui ne sont pas encore assez superficielles, dont il faut, par un suivi, les dégrader pour arriver à une espèce de juivisation collective qui permet la justification du Grand Israël et l'apparition de l'Antéchrist, c'est-à-dire de leur Dajjal, de leur Messie. Et donc, si tu remets en cause, à l'époque de Kennedy, la guerre froide, et ben, tu es en travers du plan du Grand Israël et du grand projet que l'Angleterre, les Windsor, les Rothschild, les Malthusianistes et les Talmudo-sionistes suivent. Donc, quand Kennedy remet en cause la guerre froide, il se fait assassiner parce qu'il est en plein milieu du projet, quoi. C'est clair. Là, je suis d'accord. Il est en plein milieu du projet, c'est clair. Il est en plein milieu du projet. Et le truc, c'est que qui est derrière l'assassinat? C'est très marrant. C'est que tu as le directeur de la CIA, qui est Allen Dulles, qui était impliqué après la Seconde Guerre mondiale dans le financement des groupuscules extrémistes nationalistes ukrainiens. Moi, j'ai chopé le document, je peux te l'envoyer, où tu as la signature d'Allen Dulles pour le financement des groupuscules militaires ukrainiens contre les communistes en 1950. Oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais ça, c'est la grande problématique, tu regarderas, des États-Unis. Les États-Unis veulent être les maîtres du monde, d'accord, et de la gestion, finalement, de tout ce qui se passe dans le monde. Or, c'est à ce titre-là qu'effectivement, ils vont financer et continuer, et perpétuer, on va dire, les mouvements ukrainiens nazis, quelque part, parce qu'il faut se battre contre les soviétiques. Mais ça, tu le retrouves aussi quand ils créent Al-Qaïda, quand ils créent tout ça. Oui, mais alors, regarde, parce que c'est l'articulation que je donne. Les Américains, en fait, poursuivent l'hégémonie anglaise. C'est la poursuite de ce plan du Grand Israël que l'Angleterre était très fière de porter. Tu vois Ouais, mais il n'y a pas que ce plan-là, à mon avis. C'est une volonté hégémonique totale. Non. Pas hégémonique, d'ailleurs. Eric, sois honnête, qui contrôle l'économie? C'est la City ou Wall Street, d'après toi? Ah ben c'est la City. Et ben voilà, les Américains ne sont que les bras armés vulgaires. Ah bien sûr, mais ça on le sait, Bien sûr. Et donc, mais alors, le truc, c'est que les Américains prennent à leur charge la guerre froide en grande partie, même si la tête pensante, c'est les Windsor et les Rothschild derrière, c'est-à-dire l'Angleterre. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, tu as Dulles, qui fait partie de ces familles protestantes qu'on peut retrouver peut-être dans l'affiliation avec des types comme Pompeo. Aujourd'hui, c'est un peu le même profil d'hystérique, un peu quand même de voyou, quoi. Bon, c'est pas c'est dilué, hein, parce qu'à l'époque de Dulles, c'est quand même un peu plus l'extrême droite, mais ils sont sionistes quand même. Donc, regarde, il tue Kennedy parce qu'il veut arrêter la guerre froide, et aujourd'hui, le Parti démocrate de Biden continue le financement des néo-nazis en Ukraine contre la Russie. Donc tu vois bien que le plan, il est toujours... Ah oui, il se continue. Et voilà. Oui, mais attends, parce qu'en plus, Kennedy était catholique. Bien sûr. Donc et déjà, si tu veux, il y avait un problème là quand même. L'antagonisme entre les Irlandais qui ont toujours été catholiques, mais c'était jamais vu, quoi. Toujours été massacrés par, déjà, regarde Drake, le pirate là, qui a été anobli par la reine d'Angleterre parce qu'il servait les intérêts de l'Angleterre. Drake et son cousin qui faisaient de la traite négrière au taquet là, pour alimenter les colonies anglaises, quand ils avaient du temps, ils allaient massacrer des Irlandais catholiques en Irlande. Et donc, c'est cette époque-là qui a amené la grande migration des Irlandais aux États-Unis. Mais donc, par la voie migratoire aux États-Unis, tu as toujours eu cet antagonisme entre protestants, on va dire, sionistes et catholiques irlandais. Donc, en fait, tu as cette opposition. C'est normal que Kennedy soit contre soit un peu plus relativement calme par rapport à la guerre froide. C'est que ce n'est pas un hystérique protestant sioniste.
il est beaucoup plus... Ah ben non, mais en plus, ils sont irlandais à la base. Ils sont irlandais, mais attention, Kennedy, il est ambigu. Hein, ils sont catholiques et irlandais. Bon, voyous aussi. Hein. Mais voyous aussi, ne l'oublions jamais quand même. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est quand même des anglo-saxons et qui sont dans la Green Machine. Ils ont juste du relief, comme Trump aujourd'hui a un peu de relief par rapport à Biden. Voilà, et c'est toujours impliqué dans la matrice de la Green Machine. Et quand Kennedy va arrêter la guerre froide, qui a dans la commission Warren, quand il est assassiné, Allen Dulles, pour couvrir le mensonge? C'est Lyndon B. Johnson qui le met. Et donc aujourd'hui, quand Trump il dit moi, on m'empêche de relâcher les derniers documents d'assassinat de JFK parce que ça remet en cause l'État profond, c'est de ça dont ça parle. C'est-à-dire que quand Biden il finance les néo-nazis en Ukraine, il poursuit cet État profond meurtrier qui, par la guerre froide, permet 2.0 au Grand Israël progressivement d'apparaître. Et donc, concomitamment à ça, tu as le massacre des Palestiniens et tu as l'élargissement géographique d'Israël. Et tu as tous les Lubavitch qui disent oui, il faut faire plus pour que le Messie apparaisse. Oui. Les Lubavitch qui sont derrière Trump et derrière Poutine. Mais ça me fout les boules, mais une force. Là, je viens de t'expliquer tout la trame sataniste qu'il y a derrière le bordel de la géopolitique. L'assassinat de Kennedy, le financement. Et tu vois que de l'extrême droite de l'époque de Kennedy à l'extrême gauche de Biden, les Américains sont des cons qui sont incapables de se sortir du sionisme. Ce que ce soit oui. Mais en France, c'est pareil. Tu prends Marine Le Pen avec Bardella et tu prends l'extrême gauche, c'est des sionistes, les uns et les autres. Je sais. Mais j'arrête pas de mettre des messages sur X à ce propos-là, contre Marine Le Pen, contre Bardella, contre toute cette merde, contre Zemmour, etc. Tout ça, c'est la même engeance, tout ça. C'est de la merde. Mais le truc, c'est qu'ils ont un peu de relief par rapport à l'extrême gauche. Alors, l'extrême gauche a un relief d'être un peu plus pro-palestinien, on va dire. Mais c'est pipo et mollo, c'est-à-dire c'est dumb et dumber, les républicains et les démocrates. T'en as pas un pour rattraper l'autre. C'est toujours le même projet. Et tu sais pourquoi? Parce que ça remet en cause, et les uns et les autres, le colonialisme. Aujourd'hui, pourquoi les Français se font virer d'Afrique? Parce que les LGBTistes qui se disent antiracistes, anticolonialistes, mais ils continuent le colonialisme et le racisme, mais seulement ils se cachent derrière les valeurs du LGBT. Quand Mélenchon il se fait virer, il se fait huer en Afrique. Ça vient un peu la honte. Et il se fait virer parce qu'il fait de la promotion du LGBT, c'est du colonialisme et du racisme de gauche aujourd'hui. Donc en fait, c'est pipo et mollo, les goy, on va le dire comme ça, ils sont incapables de remettre en cause, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, le colonialisme. Et donc, le colonialisme, c'est bon pour Israël parce que c'est la désagrégation de la culture goy chez les autres au profit d'une compétition, on va dire, parce que c'est quoi le colonialisme? C'est je pique les ressources naturelles des pays pauvres pour la technologie que ça me permet de créer, la société technologique que ça me permet de créer. Mais qu'est-ce qu'ils disent les Juifs? Con de goy, vous faites des compétitions de guerre pour le colonialisme pro-technologique, du coup vous vous dévirilisez, vous disparaissez en tant que culture. On va utiliser le multiculturalisme pour le balancer en pleine figure, et vous créez une société qui est en fait, par le digital, un camp de concentration où vous allez être enfermé à notre service, puisque vous êtes incapable de vous sortir de ça. Tu vois le truc? C'est ça la connerie des goy, malheureusement. Non, mais c'est grave. Ils sont incapables de sortir de cette compétition pro-technologique qui induit le colonialisme. Et Israël exploite complètement ça, jusqu'à ce qu'on arrive à des sociétés de camps de concentration digitale où les gens sont devenus des zombies serviles au profit de la perpétuation du talmudo-sionisme. Alors là, je veux dire, ne pas se respecter à ce point, c'est quand même problématique. Oui, moi, tu sais que ça fait quand même quelques années que je me bats justement en France, contre le nationalisme. Mais ça fait vraiment des années quand même. J'ai tout de suite compris, si tu veux, quand j'ai vu émerger ça, que c'était la volonté, finalement, l'histoire du petit coq, tu sais, c'était la volonté d'Israël de mettre face à face les chrétiens et les musulmans, au profit, évidemment, on s'imagine de qui. Bon. Et quand j'ai vu arriver, si tu veux, des politiciens, entre autres comme Zemmour, tout de suite, j'ai dit, attendez, les mecs, calmez-vous, ça, c'est des Sayan, c'est des Sayanim, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés par Israël pour amplifier le phénomène, d'accord, de lutte entre les chrétiens et les musulmans, etc. Et là, tu t'aperçois que Marine Le Pen, enfin Marine,
oui, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. Moi, je suis triste pour le menhir, franchement, parce que finalement, il va mourir avec une fille et une nièce qui sont deux tarés aux ordres d'Israël. Même si quelque part, n'oublions pas, parce que ça, peu de gens le savent, c'est que dans la guerre du canal de Suez, il y a eu une intervention des forces françaises auprès de l'armée israélienne, et Jean-Marie Le Pen en faisait partie. Oui, non, mais je suis d'accord, mais tu ne peux pas dire non plus qu'elles sont tarées, parce que bon, moi j'ai déjà discuté par mail avec Marine Le Pen. Elle a essayé à un moment donné d'essayer de convaincre les gens, mais elle s'est rendue compte que les gens ne voulaient pas faire d'efforts. Donc elle se dit, les Français sont comme ça, et donc il faut aller dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec la politique qu'elle prône en public, mais elle se dit, c'est ce qui plaît aux Français, donc je n'y plus, parce que sinon j'existe pas. Non, je crois pas. Moi, je ne crois pas qu'elle a montré des signes de courage dans le passé qui ne correspondent pas à sa position actuelle. Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir tant changé que ça. Je pense que c'est juste de la politique en fonction de la population française. Moi, je me souviens à un moment donné, j'avais essayé de la convaincre quand je disais la société pro-technologique à l'anglo-saxonne, c'est ça qui corrompt les Français, que les Français sont entubés finalement. Donc, j'avais vu qu'elle avait essayé d'en parler, mais à BFM TV, il l'avait renvoyé, il l'avait pris pour une conne en gros. Genre, vous êtes comment dire, c'est pas réac, mais genre vous êtes de l'ancienne école, vous comprenez rien en progrès, vous êtes des has-been, quoi. Donc à mon avis, elle elle était mariée avec un juif. Oui, mais moi je pense qu'elle pro-sioniste au maximum quand même, n'oublions pas. Ouais, le type qui a largué sa femme là d'ailleurs pour aller avec Marine Le Pen. Qui est maire de Perpignan, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais. Qui était, je ne sais pas s'il est encore. Je ne sais pas s'il est encore, mais elle est allée aux États-Unis, elle a été reçue par les grands patrons de l'EPAC quand même. Oui, mais elle est pas tarée, c'est ça que je veux dire. Faut pas, je comprends que tu sois en colère, mais on peut pas dire qu'elle soit tarée, tu vois. Elle est intelligente, mais elle est pas très, elle est un truc que j'aime pas, c'est une politicienne, quoi. C'est-à-dire une politicienne. Elle n'a pas la vision de son père. Elle n'a pas la vision de son père, mais d'un autre côté, quand on voit ce qu'a amené la vision de Jean-Marie au niveau politique, si tu veux, ça n'a rien amené. Il y a Mitterrand qui lui a donné un petit coup de pouce pour remonter le parti. Oui, mais moi, j'ai fait partie du Front National, j'ai fait la sécurité à un événement avec Jean-Marie Le Pen. Donc j'ai le plus grand respect pour cet homme-là, parce que ce qu'il a dit dans les années 75, on le voit aujourd'hui. Georges Marchais disait un peu la même chose. Hein. Mais Georges Marchais, c'est un grand respect pour Georges Marchais. Mais le truc, c'est que pour moi, Jean-Marie Le Pen, c'est pas l'extrême droite, parce que il vient de la résistance. Oui. La vraie extrême droite, c'est quand même plus le pétainisme, et elle existe pratiquement plus. Oui, il n'y a plus vraiment de représentants là. Aujourd'hui, on a fait croire que l'extrême droite, c'était les Le Pen, mais ils viennent de la résistance quand même. Lui, il voulait faire partie de la résistance, il était trop jeune, mais son père, il a pris une mine allemande. Donc, c'est pas l'extrême droite, en fait, les Le Pen. C'est les gens les moins hystériques anti-Pétain. Tu vois ce que je veux dire? Les plus accommodants avec le pétainisme, on va dire. Parce que tu vas pas dire que Jean-Marie Le Pen est un pétainiste. Je suis pas certain que ce soit le cas. Le pétainisme n'a pas eu que de mauvaises choses quand même. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Pétain, lui, il est arrivé, il était en Espagne. Franco lui a dit, il ne va surtout pas prendre le pouvoir parce que tu vas récupérer toute la merde que les autres ont laissée. Et lui, de type de l'ancienne école, oui, j'assume, parce que c'est la France, gna gna. Je sais pas, peut-être que je suis naïf, hein, mais assumer le pouvoir, en fait, c'est lui qui passe pour le con dans l'histoire. Et en plus, qui est-ce qui lui file le pouvoir? Qui est-ce qui lui donne le pouvoir? C'est des socialistes. Qui n'assument pas finalement la défaite. C'est très contemporain. Aujourd'hui, le bordel du macronisme, qui c'est qui va l'assumer? C'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir. C'est pas possible autrement. Tu crois? Bien sûr. T'imagines quoi? Bordella, tu crois? Bordella ou Marine? Les Juifs font tellement de cinéma pour que les Français aient une ligne anti-arabe que l'extrême droite va être élue. Parce que ce sont des moutons qui vont tomber dans le panneau. Donc je vais monter des légions comment ça va? Akfar? Non, comment c'était la légion Waffen-SS musulmane?
C'était Ashram, un truc comme ça. C'était le nom de l'épée de… Moi, en tout cas pour moi, les Le Pen ne sont pas de l'extrême droite ancienne école, c'est… Non, c'est la bonne droite. C'est politiquement des gens qu'on a prétendu être d'extrême droite parce qu'en fait, ils étaient beaucoup moins… ce qu'on disait avec Vincent Renoir qui se fait agresser pour Oradour-sur-Glane, l'extrême droite, elle est beaucoup moins hystérique, anti-nationaliste que ce qui a succédé avec le gaullisme, tu vois. Voilà. Parce que le gaullisme, il a fait quand même une épuration du nationalisme d'avant. Hein. Quand De Gaulle dit moi je suis patriote, je ne suis pas nationaliste, parce que le nationaliste, c'est celui qui aime son pays, mais qui déteste les autres. J'ai envie de lui dire, mon colonel, tu dis une grosse connerie, tu vois. Mais c'est surtout une grosse connerie, une grosse merde. C'est surtout qu'il a tout un historique. D'abord, il travaille dans le cabinet de Pétain, mais il n'a même pas le courage de Pétain, parce que Pétain, qui est un grand général, qui a voulu préserver les hommes de la boucherie, alors que tous les francs-maçons, je ne dis pas que Pétain n'était pas un franc-maçon, mais tous les francs-maçons, la socialistes ou quoi qu'est-ce, ils jouissaient pratiquement de voir ces soldats français se massacrer pendant la Première Guerre mondiale. Comment 14 ? Et c'est ça que je suis en train de… Tu parlais de 14. Ah oui. Pétain, c'est un général de la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait. C'est le général qui a voulu préserver les soldats de la boucherie. Alors que tous les autres généraux francs-maçons, socialistes ou tout ce que tu veux, ils jouissaient de voir les hommes finir en chair à canon. Hein. Ouais, je crois qu'ils étaient surtout très très cons. Oui. Très très cons et surtout pas tacticiens, quoi. Je veux dire, ils ont envoyé des milliers d'hommes. À ce point-là, mais c'est dramatique même. À ce point-là, je pense que c'est du satanisme et de la volonté de voir les Français se faire de destruction d'une jeunesse en plus. Tu peux pas à un moment donné massacrer autant de forces vives françaises de l'ancienne école en plus. Hein. C'est costaud. Parce que derrière, ils se faisaient leurs femmes. Hein. Pendant que les types virils se faisaient massacrer sur le front, derrière, la nouvelle norme des virilisés se faisait leurs femmes et était en train de changer la France. Donc pour moi, on peut imaginer qu'ils jouissaient de voir les Français se faire massacrer en pensant que ça permettait le remplacement progressif et la transformation de la France en arrière. Mais le seul qui était, alors je peux peut-être être un peu tordu quand je dis ça, mais le seul oui, t'es un peu extrémiste, je te trouve, mon garçon. Le seul qui a été lucide et un vrai militaire sur le sujet, c'est le maréchal. Qui, quand il est arrivé, a voulu préserver les hommes et a dit on arrête les conneries et on va gérer ça d'une autre manière. Lui, c'est un vrai militaire, un vrai général. Et c'était travail, famille, valeurs, patrie. Aujourd'hui, avec le macronisme, c'est tout l'inverse. Hein. Et c'est le gaullisme qui a permis ce travestissement. Parce que De Gaulle est passé dans le cabinet de Pétain. Après, pendant la Première Guerre mondiale, il n'est pas courageux. Il se rend dès qu'il arrive sur le front. Les Allemands lui rendent son épée. Puis après, la première chose qu'il fait, c'est se planquer du côté des judo-protestants, qui sont ceux qui ont mis la Seconde Guerre mondiale en place pour prendre le pouvoir et le poursuivre par les États-Unis. Donc il n'est certainement pas du bon côté. Ceux qui étaient du moins pire, on va dire, c'est quand même les nationalistes qui essayaient de se battre contre les Rothschild et le judo-protestantisme. Je t'ai envoyé une vidéo pour te montrer la différence entre par rapport aux Rothschild. Mais c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, quand il bat en retraite face aux Allemands, qui va se faire pourrir par Pétain, qui est son patron à l'époque. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et c'est en cela que De Gaulle va se venger de Pétain. Il a un comportement de gauchiste par rapport à Pétain. Ah, mais de merde. Non, mais de merde. Et alors, il a effectivement, il a dit que bon, le peloton d'exécution, il n'y aurait pas pour le maréchal. Enfin, quand tu vois où il l'a enfermé dans les Pyrénées, c'était pire que le peloton, quoi. Et puis tu as le comportement très juif de ne pas pardonner. C'est-à-dire. Oui. Oui, non, mais il a eu un comportement de merde de toute façon. Et c'est ça que les Juifs ont identifié, c'est-à-dire qu'ils se comportent avec Couradour-sur-Glane comme des menteurs sur l'histoire, ils ne veulent pas pardonner, nous c'est logique que par la Shoah, on les arnaque, si tu veux. Et que donc on ne pardonne pas et qu'on mente aussi sur l'histoire pour justifier nos intérêts financiers, parce que c'est ce qu'a fait la résistance, si tu veux. Ils ont eu un comportement de juif par rapport aux nationalistes, ils ont menti sur l'histoire pour pouvoir mettre en place leur propre voyoucratie après. C'est ça la posture de la résistance française. Tu sais que moi ma chaîne elle est pestiférée et que on m'a supprimé beaucoup et que du coup je ne suis pas très bien répertorié. Ouais. J'ai fait 2 interviews
avec des personnalités intéressantes. Avec Xavier. Xavier Moreau. Ouais, j'ai vu, oui. Et avec Youssef Indy sur l'Antéchrist. Ouais. Est-ce que tu pourrais les mettre sur ta chaîne pour qu'il y ait plus de visibilité? Sans problème, oui, bien sûr. Xavier Moreau, il y en a deux. En fait, oui, il y en a deux, Xavier, j'ai vu, oui. Deux parties, et Youssef, c'est une. Mais bon, sur ta chaîne, elle sera plus vue, tu vois ce que je veux dire, si ça t'embête. Ah mais même à partir du moment où tu me le demandes, moi, normalement c'est quelque chose qu'on ne fait pas, parce qu'il y a beaucoup de chaînes, si tu veux, pour se faire briller, ils prennent des interviews, effectivement, sans autorisation, d'accord, pour se les garder. Mais à partir du moment où c'est toi qui me le proposes, bien sûr, avec plaisir. Moi, j'aurais pas plus que 1000 vues ou des trucs comme ça que toi. En plus, ça peut t'apporter des vues, c'est tout bénef, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Ah non, mais c'est clair, en plus. Je t'ai envoyé les liens là, par Skype, par message. Okay. Et si tu as le temps, si tu veux bien mettre les interviews, comme ça avec plaisir. Ça permet que le temps qu'ils vont consacrer soit utile, quoi. Voilà. Sans problème, mon poulet. Je te remercie. Allez, merci. Ciao. Passe une bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao.